Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième émission, L'art et la science au peuple. Aujourd'hui, nous accueillons Rudolf. Rudolf qui est ingénieur à l'Office national d'études et de recherche en aérospatiale et qui prépare un doctorat de physique là-bas. Donc Rudolf, bienvenue. On vient t'accueillir aujourd'hui pour discuter de la question de l'exploration spatiale. Un sujet qui nous est à cœur, qui nous tient à cœur. Et je voulais te poser la question, comme tu travailles toi-même dans le domaine, qu'est-ce qui t'a amené à te diriger dans ce domaine-là, principalement? Oui, alors moi ce qui m'a toujours intéressé, ce qui m'a toujours stimulé, c'était de travailler. J'ai toujours voulu travailler à la pointe de ce qu'on savait faire, à la pointe de la technologie. Je voulais me situer à la frontière de notre connaissance dans les sciences. Et je suis intéressé pour travailler sur ce qu'on ne sait pas faire, et non pas sur ce qu'on maîtrise déjà. D'où un travail de recherche, naturellement. Et le spatial, justement, représente parfaitement la frontière de notre connaissance et de notre capacité technologique. Aujourd'hui, au stade de développement dans lequel on est, l'espace est le prochain territoire vierge, le plus proche à notre portée, qui n'a pas encore été exploré et qui a un potentiel énorme pour notre développement et pour notre compréhension du monde. Alors, et qu'est-ce qu'on ne sait pas faire encore? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, justement? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'espace? Oui. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'espace, donc on a quand même fait 2-3 choses, malgré tout. On a envoyé des satellites. Il y a plein de satellites, mais ils sont très proches de la Terre, à quelques centaines de kilomètres. Donc pour moi, je considère que c'est pas encore l'espace pour moi. On a fait une seule réelle excursion dans l'espace, c'est quand on est allé sur la Lune. Et là, effectivement, il y a eu quelque chose d'énorme dans notre société. Et je pense que les gens qui ont pu assister en direct au premier pas de l'homme sur la Lune, je pense, ont dû vivre un enthousiasme exceptionnel dont on a du mal à se souvenir aujourd'hui. Et donc, moi, ce que j'aimerais faire dans l'espace, il y a énormément de choses qu'on peut envisager sur plus ou moins... Sur 2 domaines. Il y a un domaine scientifique, de connaissances, et il y a un domaine auquel on pense très rarement, mais pour moi il est presque tout aussi fondamental, c'est une exploitation industrielle. C'est avoir des retours sur notre vie, sur Terre, de l'exploitation de l'espace. Et dans le domaine scientifique, justement, qu'est-ce qu'on peut développer par rapport à ça? Parce que souvent on pense à la science, mais oui. Qu'est-ce que l'exploration spatiale nous donne au niveau scientifique, en général? Alors aujourd'hui, l'espace a déjà été une plateforme d'observation exceptionnelle par rapport à des télescopes qui sont sur Terre, parce que dans l'espace, on n'est pas soumis à une turbulence atmosphérique. Donc on a des images d'une qualité bien supérieure, parce qu'on n'est plus brouillé par donc nos faisceaux optiques qui donc traversent une atmosphère turbulente. On a des images floues si on ne les corrige pas. En allant dans l'espace, on s'affranchit de tous ces phénomènes. Cela dit, donc oui, il y a l'observation, et il y a aussi, sur la Station spatiale internationale, on a fait de nombreuses expériences de physique dans l'espace, et ce qui pour moi était peut-être le plus porteur, ce sont toutes les expériences de médecine. On se rend compte que quand un organisme vivant n'est pas soumis aux conditions de champ électromagnétique de la Terre, il a des réponses qui sont très différentes. Donc ce qui est le plus connu comme conséquence, c'est un phénomène d'ostéoporose, où les os des astronautes s'amincissent. Mais en fait, il faut y voir là, plutôt qu'y voir quelque chose de négatif pour la survie de l'homme dans l'espace, il faut plutôt y voir dans l'espace un tremplin pour la compréhension de notre organisme. Et typiquement, le cancer, c'est un des problèmes qui pourrait être résolu dans l'espace. Aujourd'hui, on peut se plaindre qu'il n'y ait pas assez d'avancées dans le cancer. Moi, ça me paraît tout à fait logique. On n'a pas fait les études du cancer dans l'espace.
puisque justement, les cellules, la communication entre les cellules va être perturbée, de même que ce qu'on voit avec ce phénomène d'ostéoporose. Et le problème du cancer, c'est typiquement un problème de communication entre cellules où un groupe de cellules décide, devient indépendante. Et on pourrait quelque part rallier à la raison toutes ces cellules en menant des études à partir de l'espace. Avec l'influence du champ électromagnétique dans ce domaine-là. Il faudrait s'en la extraire. Relation, Voilà, et la relation qu'il y a entre la vie et les phénomènes électromagnétiques. Par exemple. Qui sont un domaine qu'on n'a pas beaucoup étudié. Et par rapport à l'industrie, parce que tu parlais justement du deuxième domaine de l'industrie, qu'est-ce qu'on a comme potentiel? Qu'est-ce que les gens pourraient tirer dans un sens où, pour comprendre l'importance d'aller dans l'espace? Alors, pour l'industrie, donc je vous ai déjà dit, il n'y a pas de turbulence atmosphérique dans l'espace, on est dans le vide. Et ce vide peut être très précieux. Sur Terre, on a beaucoup de mécanismes industriels qui exigent un vide très très fort. Et le vide qu'on obtient sur Terre est très loin de la qualité d'un vide naturel qu'on a dans l'espace. Donc pour toutes sortes d'opérations métallurgiques, purifier des métaux, avoir des alliages complètement exempts de dioxygène, qui va tout de suite s'immiscer dans les métaux en fusion. Donc voilà, donc on crée du vide pour qu'il n'y ait pas de dioxygène et pour pas altérer les propriétés des métaux qu'on cherche à fabriquer. Donc cela dit, imaginez une plateforme industrielle en orbite, c'est quelque chose de compliqué. Et c'est un thème sur lequel qui me paraît fondamental dans la conquête de l'espace. Moi, j'ai parlé d'espace, mais plus concrètement, quel est l'objet dans l'espace le plus proche de nous? C'est la Lune. Et la Lune pourrait être une plateforme extraordinaire pour ces objectifs industriels, car on aurait déjà un sol sur lequel pouvoir installer notre industrie. C'est plus compliqué en orbite. On aurait surtout sur la Lune énormément de métaux à extraire. Il y a beaucoup de titane, d'aluminium, de fer, qui sont des métaux qui sont indispensables à notre économie sur Terre. Donc on pourrait extraire en quantité sur la Lune et surtout les traiter sur place pour qu'ils aient des propriétés encore bien meilleures que ce qu'on réussit à faire sur Terre. Un exemple simple, le titane, s'il était complètement exempt de dioxygène, on pourrait le ramener sur Terre. Et ce serait un titane qui se corroderait jamais, justement. Il y aurait des avantages. Et autant c'est compliqué d'amener du matériel sur la Lune, car l'attraction terrestre est très forte et il est difficile de s'en arracher. Voilà. Autant de la Lune, c'est beaucoup plus simple. La gravité est beaucoup plus faible. On pourrait imaginer extraire des tonnages beaucoup plus lourds depuis la Lune, en basse orbite lunaire, et après laisser dériver tous ces métaux vers la Terre, naturellement. Et j'en reviens aussi au niveau des objectifs scientifiques. Donc moi j'ai parlé d'observation dans l'espace. Sur la Lune, on pourrait aussi imaginer des télescopes géants. Des télescopes qu'on ne peut pas avoir dans l'espace, car quand on lance les satellites qu'on envoie, ils sont soumis au dimensionnement de nos fusées. On ne peut pas envoyer des tonnages énormes dans l'espace. Et on ne peut pas envoyer des miroirs de taille gigantesque. Or, sur la Lune, on pourrait fabriquer sur place un miroir, et avec également les avantages du vide, avoir des miroirs extrêmement purs et d'excellente qualité optique. Et en plus, il y a moins de gravité sur la Lune. Donc ces miroirs seraient moins contraints par leur propre masse. Donc voilà, donc on pourrait les faire plus grands. Et donc on aurait... Il y a aussi... Il y a cela, et aussi, disons, avec l'avantage du vide et du froid, je sais que on pourrait, par exemple, penser à des accélérateurs de particules et de s'extraire des contraintes sur Exactement. Sur Terre. Exactement. Alors, il y a un grand accélérateur de particules sur lequel sont investis des moyens énormes, qui est le CERN, entre la Suisse et la France. On en entend beaucoup parler. C'est effectivement une expérience fondamentale à notre compréhension de ce que c'est la matière. Cet accélérateur de particules, on doit soumettre tout un tunnel très long qui fait de nombreux kilomètres. On fait circuler les particules sur un grand périmètre. Il faut soumettre tout cet environnement à du vide. Et sur la Lune, on l'a de façon gratuite. Le froid, c'est quelque chose qui est très utile pour des expériences avec des supraconducteurs.
Donc on pourrait aussi envisager des procédés industriels qui utilisent la supraconductivité. Donc quand on parle d'un froid qui est proche du froid absolu, 0 Kelvin, où la matière est complètement immobilisée. Et ça, on a ces conditions-là sur la Lune. On a ces conditions-là sur la Lune. Qu'on n'a pas sur Terre, c'est de nouveau, c'est l'absence d'atmosphère. C'est parce qu'on a une atmosphère sur Terre qu'on maintient une certaine chaleur à la surface de notre globe. Sur la Lune, on a en gros tous les avantages d'être dans l'espace en ayant en plus un sol. Et après la Lune, on a Mars. Alors tous ceux qui rêvent que de Mars, effectivement, on ne les oublie pas. Enfin, pour moi, de toute façon, je ne vois pas l'exploration vers Mars s'il n'y a pas eu une étape pour tester toutes nos technologies sur la Lune, tester notre aptitude à vivre en totale autonomie. Et aussi, pour la propulsion vers Mars, on gagnera énormément à partir depuis la Lune, car on a gagné, c'est toujours pareil, on s'extrait d'une gravité beaucoup plus faible. Donc si on pouvait créer les moyens de propulsion depuis la Lune, on gagnerait beaucoup à partir depuis la Terre. Et on sait qu'on est, par exemple, on saurait être capable de fabriquer des propergols depuis la Lune, si on en reste à la vieille technologie qu'on utilise aujourd'hui. Et en plus, pour aller sur Mars, oui, on a besoin de temps extrêmement long pour y aller. Oui, bah oui, c'est... Et donc ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, il est difficile à réaliser. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer par la Lune. Voilà, on attend tous les 2 ans pour aller sur Mars, parce que c'est tous les 2 ans que Mars est plus proche de la Terre. Oui. Et qu'il y a aussi une position de la Terre, la Lune, le Soleil, une position favorable pour utiliser ce positionnement pour accélérer par la gravitation la fusée. On a ce qu'on appelle des fenêtres de tir très très limitées. Et bon, faudrait pallier à cela. Si aujourd'hui on va sur Mars, avec les fenêtres de tir telles qu'elles existent aujourd'hui, avec nos moyens de propulsion, on irait sur Mars, il faudrait repartir au bout de 2 semaines. Et si on ne repart pas au bout de 2 semaines, les astronautes devront rester sur place pendant au moins 2 ans. Sans qu'aujourd'hui on ait testé tous les moyens de survie. Mais de toute manière, le trajet, vu que ce serait des trajectoires exotiques qui utiliseraient la position de la Terre, de la Lune pour accélérer la navette, on utilise des trajectoires qui vont être donc très longues. Parce qu'aujourd'hui, avec la propulsion avec les propergols, on utilise la plupart de la masse du propergol pour soulever le propergol. Donc c'est quelque chose on a une efficacité énergétique extrêmement mauvaise. On investit très peu d'énergie à la propulsion. Enfin, à la propulsion dans l'espace. D'où l'idée la propulsion de charge utile. Voilà. D'où l'idée, à un moment donné, sans développer vraiment, mais de développer la propulsion ionique, qu'on appelle la propulsion de matière à grande vitesse, en utilisant le nucléaire et la fusion. La fusion, ça, c'est quelque chose qu'on devrait... je ne sais pas ce que tu en penses, mais on devrait certainement développer ce genre de recherche-là en même temps. Alors, la fusion nucléaire, c'est quelque chose qui doit venir plus tard. Et effectivement, la Lune aura un intérêt stratégique pour la fusion nucléaire parce qu'on y trouve de l'hélium-3 qui est indispensable à la fusion nucléaire. Mais ça, c'est déjà un autre sujet. Si on parle de moyens énergétiques pour la pousser, effectivement, les propergols aujourd'hui, parce qu'on utilise toute la masse du propergol pour soulever le carburant. Pour soulever le carburant qui va nous permettre de faire le trajet dans l'espace. Enfin, on utilise énormément de carburant pour soulever le carburant, ce qui est un peu ridicule. Aujourd'hui, on aimerait passer à une technologie qui serait supérieure. Une technologie beaucoup plus dense énergétiquement. Donc, pour exercer une poussée, on est obligé d'expulser de la matière. Dans l'espace, on n'a pas de point d'appui pour exercer une poussée. Le seul moyen qu'on a, c'est expulser de la matière. Aujourd'hui, donc, on expulse le résultat de la combustion chimique. Et on aurait une propulsion qui serait beaucoup plus efficace en expulsant des ions. Donc ces ions, à la base, on aurait un gaz neutre, on les ioniserait, on les accélérerait, parce qu'ils sont chargés, on a la possibilité de les accélérer avec un champ électrique, et on les accélérait le plus vite possible pour les expulser avec une vitesse
avec la vitesse la plus grande possible, parce que plus la vitesse est grande, plus la poussée sera grande. Et donc ça, ce processus de ionisation et d'accélération des ions, consomme énormément d'énergie électrique, et seul le nucléaire, donc aujourd'hui la fission pourrait très bien remplir ce rôle, qui est une technologie qu'on maîtrise déjà. La fission nucléaire serait effectivement une singularité technologique qui nous permettrait d'aller sur Mars beaucoup plus vite. Le projet Vasimre, par exemple, qui propose d'aller sur Mars en 30 jours. Et après cela, disons, ça pose aussi toutes ces questions du rôle de l'homme, justement, dans l'espace, parce que beaucoup de gens disent que se pose la question si ça sert à quelque chose d'y aller. Et par rapport à ce que tu disais sur observer, notamment l'univers, il y a tout un programme de veille dans l'espace, de savoir un petit peu où on est et qu'est-ce qui s'y passe. Alors, je ne sais pas si tu peux développer par rapport à cela, sur le danger aussi d'objets. Voilà, il y a du vide dans l'espace, mais c'est pas totalement vide, justement. Alors effectivement, il y a toujours ce scénario catastrophique de type Armageddon, où un astéroïde va annihiler toute vie sur Terre, ou au moins détruire l'humanité et notre civilisation. Alors effectivement, aujourd'hui, on n'a pas forcément les moyens de répondre. On serait capable, on a déjà une veille en place, et on serait capable de dire « Ah, un astéroïde va nous percuter à telle date ». Et aujourd'hui, c'est pas le cas, on n'a pas répertorié d'astéroïdes qui auraient une telle trajectoire, quoi qu'il y en ait eu un qui soit approché très près, qui était vraiment au voisinage de la Terre, il y avait une orbite qui n'a pas croisé la Terre, heureusement, mais on en était vraiment pas loin. Et si aujourd'hui on détectait un astéroïde qui percuterait la Terre, on serait assez démunis parce qu'on n'aurait pas lancé dès aujourd'hui les technologies qui nous permettraient de dévier cet astéroïde. On n'aimerait pas l'exploser, parce que si on l'explosait, on aurait typiquement un astéroïde d'1 kilomètre de diamètre. Si on l'explosait, on aurait plein de petits astéroïdes de plusieurs centaines de mètres, enfin même de plusieurs mètres. Et cette pluie d'astéroïdes pourrait détruire chaque poussière de cet astéroïde pourrait détruire une ville. Donc en fait, on serait pas sorti d'affaire. On aimerait surtout le dévier. Et toutes les technologies qu'on développerait pour allunir avec précision sur la Lune, donc pour allunir donc sur des zones avec du relief. Donc il y a énormément de technologies à développer. Ce seraient des technologies qui pourraient nous permettre de fixer l'astéroïde qui croise l'orbite de la Terre et d'exercer une poussée, une charge nucléaire pour le dévier. Donc effectivement, il y a aussi un enjeu de survie à développer ces technologies-là. Mais au-delà de ça, disons, pour finir, dans un sens, c'est la lutte aujourd'hui, c'est ce que tu parlais sur l'écologisme, où c'est la nature de l'être humain qui, à un moment donné, est remise en cause dans une économie comme la nôtre, où il n'y a pas de budget, il n'y a absolument rien qui aujourd'hui est fait réellement pour amener ces projets-là. On a vu dernièrement une conférence de l'Agence spatiale européenne, où, disons, ils ont quelques projets, mais ils n'ont pas du tout une vision à long terme, parce que on est dans une politique de coupe de budget. Ils acceptent les difficultés financières, oui. Et l'objectif, quel message tu donnerais, toi, justement, aux générations comme la nôtre, les jeunes et même les moins jeunes, pour les générations futures, quel type de message tu apporterais par rapport à ça? Je vais aussi revenir sur l'idée, l'économie, tu disais, de se placer à la frontière. Voilà, j'aimerais juste revenir un peu là-dessus. Tout simplement, je pense que on pourrait justifier le fait d'aller dans l'espace en disant voilà, on va gagner énormément de technologie, ça va nous rapporter beaucoup d'argent parce que ça va faire beaucoup plus de choses. Donc sur Terre, on va avoir une nouvelle industrie, plus de travail, et quelque part c'est quelque chose de très positif. Mais finalement, la vraie justification pour aller dans l'espace, ça doit pas être celle-là. Ça doit plus être celle dont on a évoqué en tout début. C'est finalement l'aspect philosophique. Avec une bonne philosophie, avec une vraie philosophie du progrès, une philosophie humaniste, vouloir aller dans l'espace, c'est apporter un bien pour toute l'humanité. Donc il s'avère aujourd'hui être sur Terre, mais qu'on espère au moins dans 1000 ans, on ne s'imagine pas l'humanité être toujours sur Terre avec des technologies durables.
du type panneaux solaires et éoliennes. On imagine qu'on fait de la science-fiction, on n'imagine pas des éoliennes et des panneaux solaires et des gens sur Terre. On imagine plus que ça. Et donc c'est ce qu'on espère quelque part pour l'humanité. On espère qu'elle s'étende. Enfin, pour ceux qui l'aiment en tout cas et qui n'estiment pas que l'humanité tue la nature, alors que nous sommes la nature. Donc pour ceux qui aiment l'homme, on imagine un homme, l'homme qui s'est étendu. Et en fait avec un but philosophique de progrès et de bonheur pour l'être humain en stimulant sa créativité, on se rend compte qu'en stimulant sa créativité, il va en découler une bonne économie, naturellement. C'est parce qu'on va vouloir vraiment aller aux vraies origines de notre bonheur, et ce qui nous apporte une satisfaction, c'est-à-dire se sentir utile, sentir qu'on apporte quelque chose de mieux à la génération future que ce qu'on a connu nous à notre génération, sentir qu'on apporte un legs. C'est ça qui nous rend heureux, sentir une progression. Et c'est parce qu'on cherche cette progression, la vraie, celle la progression culturelle, la progression scientifique, que on va aussi développer une société qui va apporter du travail pour tout le monde et qui va apporter une certaine abondance et une certaine fierté. Et un vrai bonheur, pas du tout un bonheur un peu commercial qu'on nous vend aujourd'hui et que tout le monde, dont plus personne ne veut, sans pour autant qu'on en change. Et justement, pour en changer, et pour enfin avoir une économie qui tourne, effectivement, aller à la pointe de ce qu'on sait faire, c'est pas simplement gagner plus d'argent, c'est un besoin typiquement humain. Et répondre à ce besoin fondamental, c'est aussi donner les conditions d'une économie qui tourne. Tout simplement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire que les politiques ne trouveront jamais de solution. Ils ne se penchent pas vers le spatial aujourd'hui. S'il n'y a pas un programme spatial. Pardon ? Oui, s'il n'y a pas un programme spatial. Voilà, s'il n'y a pas de programme spatial, c'est qu'on ne s'est pas posé la question de ce que c'était le progrès humain. Et c'est aussi pour ça qu'on ne trouve pas de solution pour une économie qui apporte un bien à tous. Qui est le but de l'économie, de créer de la richesse et de la partager. Bien. Merci Rudolf pour cette discussion. Eh bien, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission de l'art et la science au peuple. Merci à vous. Merci Rudolf. Merci.